Donc maintenant, il nous reste à voir les autres cas. Donc il nous reste à voir les imputations produit 4, ça va aller vite. Les activités subsidiaires des onglets 7, et puis après les pistes que l'on vous donne sur les analyses de coûts unitaires. Alors, les imputations en onglet 4, de moins en moins, on va avoir la problématique des contrôles embarqués. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles embarqués dans Arcane quand l'objectif de l'onglet 4, c'est que vous veniez dire sur quelle nature de dépenses s'imputent les produits qui sont admis en atténuation et que vous avez ventilé en onglet 3 SA. Donc on a vu au PC, on se met d'accord, est-ce qu'on est d'accord que c'est des produits admis en atténuation ou pas? Et après, vous venez dire sur quelle nature de charge vous souhaitez les imputer. Donc les contrôles embarqués en général sont bons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez des produits que vous avez ventilés en onglet 3 que vous ne déduisiez pas en onglet 4, et il ne faut pas que le fait de déduire des montants vous conduise à avoir des soldes négatifs, c'est-à-dire à déduire plus de charges, plus de produits que vous n'avez ventilés de charge. Ça, assez basique, on a le point. Après, le contrôle qui est également à faire, c'est que les natures de dépenses soient cohérentes par rapport aux produits qui ont été ventilés. Je cite les cas les plus fréquents. Les repas. Si vous avez des repas du personnel, vos repas du personnel, si dans votre LGG restauration, vous avez des charges de personnel et des charges d'alimentation, ben le produit de repas, il ne couvre pas que du personnel ou il ne couvre pas que de l'alimentation. Il vient rembourser, il vient couvrir les deux natures de charges. Donc, il faut répartir par rapport à ça. Produit très fréquent, ça va être les remboursements de formation. Si vous ventilez vos remboursements de formation uniquement à SALP, assurez-vous que les remboursements, que tous les personnels qui ont bénéficié des formations et pour lesquels vous avez des remboursements sont bien ventilés sur cette logistique LGG SALP. Si vous avez des remboursements d'heures de formation, mais que vous avez laissé les personnels dans leurs différentes sections, il va falloir que vous répartissiez vos remboursements sur les différentes sections et pas seulement en logistique. Et le cas le plus fréquent, c'est aussi que les remboursements, et notamment les IJ et les remboursements de formation qui sont les produits en atténuation les plus fréquents, ils soient déduits que sur une nature de charge. Alors que je veux bien que c'est peut-être les PS qu'on forme le plus souvent, mais les PA et les PM ont droit aussi à des formations, puis ils sont aussi malades. Donc si vos remboursements sont des IJ, faites bien attention d'être sur les différentes natures de dépenses. Donc là, on a sorti un exemple où typiquement tout a été mis uniquement sur les PA. En général, c'est plutôt sur les PS que vous jouez à ça. Vous avez beaucoup tendance à mettre beaucoup de choses en SACG et beaucoup de choses sur les PS. Donc là, en général, quand Edith Gilia, il est plutôt sur les PS. Autre cas, si vous avez des rabais remises ristournes, les rabais remises ristournes, je ne connais aucun cas où ça soit sur les salaires. Et on a encore eu des cas cette année où on a eu des RRR ventilés sur les charges de personnel. Donc, il faut vraiment que tout ceci soit cohérent et donc votre superviseur va revenir là-dessus vers vous parce que ça n'est pas un contrôle embarqué de Arcane. Donc, si vous pouvez vous contrôler quand vous faites les travaux, c'est encore mieux et c'est en ce sens que votre superviseur va vous poser les questions. Sur les charges relatives aux activités subsidiaires. Donc, il y a un contrôle de plus dans Arcane cette année, c'est nous qui l'avons demandé, il y a un contrôle sur les marges négatives. Donc, je vous rappelle que sur les redevances des praticiens libéraux pour les établissements privés, sur les rétrocessions et sur les mises à disposition de personnel, on s'attend, la méthodologie attend des marges, on va dire, nulles ou non significatives. Il peut y avoir un petit, alors nul en redevance, nul et en rétrocession, on peut avoir un petit peu de marge puisqu'on a un petit produit à la ligne qui est possible. Et puis en mise à disposition, il peut arriver que y ait des petits écarts, notamment parce qu'on ne refacture pas les congés payés ou je ne sais quoi, ou des problématiques de césure. Après, sur les autres natures de prestations, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait des marges. C'est-à-dire que très fréquemment, vous vous calez sur des marges nulles. Donc,
intégrez bien que vous calez sur des marges nulles, ça veut dire que vous enlevez des coûts de l'étude, des montants de charges que vous dites être consacrés aux activités et être financés par les activités subsidiaires. Si ces activités subsidiaires étaient faites avec marge, eh ben, vous allez déduire des coûts de l'étude des montants qui n'ont pas lieu d'être déduits. Ensuite, on va avoir la cohérence, donc on a la cohérence de la marge et après on a la cohérence du montant de charge. C'est-à-dire qu'on va avoir le tableau 1.7.8 où on va retrouver par nature d'activité subsidiaire les charges qui ont été ventilées en direct, en onglet 3SA, qui sont juste totalisées, des charges qui ont été déduites des autres des logistiques en N-1 et en N. Et on va pouvoir analyser comme ça comment les choses ont varié. Donc là, on voit que j'ai une activité qui a une marge à 71%, qui faisait 61% l'année dernière, donc on est plutôt cohérent. Bon, ici, on a des variations, mais on n'est pas sur des gros volumes. Mais surtout, l'année dernière, on avait des charges directes qu'on n'a pas cette année. Donc là, il va falloir l'expliquer, il va falloir aller le regarder et le contrôler. Et on va le contrôler, donc on va aller regarder dans cette activité subsidiaire qui était, donc je vous le rappelle, qui était l'activité subsidiaire prestation usagers et accompagnants. Donc du coup, je vais regarder dans cette prestation usagers et accompagnants, qu'est-ce que j'ai comme produit. Donc mes produits, mes gros produits, c'est en gros, j'ai des repas accompagnants, j'ai un peu de téléphone et puis j'ai surtout du autre. Donc, j'ai des charges ensuite. Pardon, c'est galère mes trucs qui ne restent pas. Bon. Donc, je vais le reprendre de là. Donc, ici, les prestations attendues sur la téléphonie, on les attend en LGG DSI, puisque tous les coûts de téléphone, ligne, etc. sont par nature ventilés en LGG DSI. Donc ici, j'ai bien des choses qui sont cohérentes, puisque j'ai bien des charges qui ont été déduites en DSI. Après, ici, le plus fréquemment, c'est pas tout le temps, mais assez fréquemment, les charges que l'on a qui sont, les produits, qui sont ventilés en autres produits sur les usagers et accompagnants, c'est très majoritairement des produits de téléviseurs. Donc là, on voit que ici, je dois vraisemblablement avoir des produits de vente de télévision. Donc ça, il faudrait remonter à la balance générale pour s'en assurer. Et encore, souvent, la balance générale n'est pas... Et on est obligé de vous demander. Mais sur ces produits de vente de téléviseurs, donc je vois que j'ai des charges qui sont déduites, qui sont en service hôtelier. Ça, c'est normalement cohérent, puisque si vous avez bien fait votre ventilation en phase 3, les produits de télévision, les charges de télévision sont normalement attendues sur la LGG service hôtelier. Et on voit, donc après, il nous reste, donc tout ceci nous semblait cohérent. Donc après, le seul truc qui nous reste un petit peu bizarre, c'est que l'année d'avant, on avait ventilé des frais de personnel. Donc là, on remonte à la phase 3. Enfin, on avait ventilé des charges directes. Et là, en remontant à phase 3, on voit que c'est des personnels. Donc, on voit que ça a été des personnels PA. Et que cette année, on n'a pas mis de PA. Donc, soit effectivement, on a une personne qu'on connaît et qui est dédiée en partie à cette activité de vente de téléviseurs, qui fait les relances, qui, je ne sais pas moi, s'occupe d'aller récupérer les télécommandes, etc. Et on connaît les charges de cette personne. Et donc, il va falloir corriger notre onglet ETP, chargé ETP pour revenir remettre la charge. Soit cette personne, elle a été affectée sur une logistique, par exemple la logistique AGM, et dans ce cas-là, il faudrait déduire les charges de la logistique pour tenir compte aussi de ce coût. Donc là, on voit la
correction qu'on va demander à l'établissement en lui disant attention, l'année dernière, tu avais des PA que tu n'as plus cette année. Après, contrôle de charge par rapport à la nature des produits. Donc là, c'est là où très souvent on revient vers vous. Alors sur usagers et accompagnants, bon là on l'a vu. Sur les autres natures de charge pour les autres ventes de biens et services ou les refacturations au groupement, là on est très souvent obligé de vous demander un détail. C'est-à-dire qu'on va vous demander un détail des différents comptes de produits qui se retrouvent sur ces activités subsidiaires-là. Et on va vous demander de nous dire, ben voilà, qu'est-ce que vous avez déduit, pourquoi, et est-ce que ça nous semble cohérent ou pas. Ensuite, sur les onglets 7, les contrôles qu'il est important de faire, et là, cette année, on n'a pas eu d'amélioration par rapport aux années antérieures, c'est d'une part vérifier les natures du haut que vous utilisez. Il faut que vos natures du haut soient cohérentes avec la nature que vous suivez. Et que si vous suivez une autre nature du haut, vous renseignez l'élément sur les deux onglets. Donc là, on voit par exemple, j'ai bien la même nature du haut sur les deux onglets. Si vous changez la nature du haut, vous n'avez pas l'UOST, vous suivez le mètre cube stérilisé ou le nombre de boîtes stérilisées ou je ne sais quoi, il faut bien changer votre libellé sur les deux onglets. Le changement de libellé permet que votre coût unitaire ne vienne pas dans la base de la TIH sur la nature du haut attendue. Donc, si vous ne le faites pas, vous pouvez fausser la base en rentrant un coût unitaire qui n'a rien à voir avec la choucroute. Ensuite, vous avez un tableau qui est un tableau 1.7.12 qui va vous permettre un contrôle qui n'est pas dans les contrôles embarqués du classeur Arcane. Vous pouvez très bien ne pas avoir d'écart sur l'onglet 7 log et l'onglet 7 champ et quand même que les données ne soient pas concordantes. Donc, il faut bien faire attention à ce tableau 1.7.12 qui va aller regarder pour chaque champ de l'onglet 7 champs si le total des UO de ce champ en onglet 7 log correspond. Si j'ai dit que j'avais 100 UO en sac, en onglet 7 log, le total de mes 3 sacs doit faire 100. Et vous n'aurez pas d'atypie, vous n'aurez pas d'anomalie au classeur si votre total fait 90 et que votre écart de 10, vous l'avez reporté sur les SAMT. Parce que votre colonne écart de l'onglet 7 sera quand même à 0, elle sera bonne. Donc, faites bien attention à ce tableau qui va vérifier ça. L'erreur la plus classique que l'on a, c'est que vous oubliez de changer le libellé et que vous confondez les SAMT internes et les SAMT sous-traités. Les SAMT sous-traités incluent les SAMT en sous-traitance et les SAMT en groupement. Donc, si une SAMT est en groupement, il faut que dans votre onglet 7 champ, les UO soient en SAMT sous-traité et pas en SAMT interne. Donc là, on vous a sorti un exemple où on a un petit écart parce qu'on a un nombre de postes qui a été déclaré en onglet 7 champs sur un plateau et sur des consultes dans l'autre, mais peu d'intérêt. Voilà, faites bien attention à ça. Le plus, c'est pas sur les plateaux, enfin, c'est assez rarement avec les consultes qu'on a les cas, c'est très souvent sur les SAMT internes et les SAMT sous-traités. Maintenant, piste d'analyse sur les coûts unitaires. Donc là, on vous a pris deux exemples de sacs où on tire le fil avec vous pour vous montrer où voir les choses. C'est-à-dire que quand, alors on essaye vraiment beaucoup au cours de la supervision, on fait l'analyse des ETP, on fait l'analyse de la phase 3, quand on arrive à l'analyse des coûts unitaires des sacs et des SAMT, ben bien souvent, surtout en V1, on vous renvoie déjà à toutes les corrections qu'on a vues avant. Et puis après, il va y arriver le moment où vous allez être confronté au fait que vous devez commenter des atypies. Et je le rappelais en début de webinaire, ces atypies, c'est obligatoire que vous les commentiez, c'est obligatoire que nous, on mette dans le rapport de supervision ce que vous avez expliqué. Donc, c'est important que vous ayez
détricoter le fil identifiant où sont les écarts pour valider que vous êtes sûr que les charges que vous avez mises. L'objectif, c'est pas de dire ah ben l'écart, mon coût unitaire il a augmenté parce que mes PA ils ont augmenté. Ça, on va être capable de le faire avec vous, enfin même sans vous, en allant regarder tous les tableaux de contrôle qui sont mis à disposition. L'élément dont on a besoin, c'est justement que vous ayez détricoté ça pour que vous soyez capable de dire je sais pourquoi mon coût unitaire, pourquoi mon coût des PA il a augmenté. Donc là, pour vous aider pour tirer ce fil, on a pris l'exemple de cette section de maternité où on a un coût unitaire qui augmente de 22%. Alors, ce n'est pas forcément une atypie, mais sur les tableaux 5, votre superviseur peut vous demander des explications, même si la section ne ressort pas en atypie. Dans les premiers webinaires, on vous a rappelé les conditions d'atypie entre les écarts et les volumes de charge. Donc là, on voit qu'on est sur des sacs où toutes ont bougé entre 0 et 24%. Donc on est bien sur les charges, le total des charges phase 3 plus LM. Donc on voit que sur l'ambulatoire, notre coût unitaire a bougé de 8%, mais que par contre il est supérieur de 57% à la référence. Et on voit que notre soin continu, lui, il a bougé de 24% et il est supérieur de 58% à la référence, et que notre maternité, elle a une augmentation de 22%, et que cette augmentation fait que l'année dernière, elle ne devait pas être en écart à la référence, mais cette année, ce plus 22 fait qu'on est à plus 39. Donc là, on va remonter pour trouver est-ce que mon problème, il vient de mon augmentation des charges ou des volumes. Là, on voit que si mes charges n'ont pas augmenté plus que 8%, pour que mon coût unitaire augmente de beaucoup plus, ça veut dire que mon volume a baissé. Sinon, mon coût unitaire aurait augmenté, enfin aurait ou baissé ou augmenté de moins. Donc là, je remonte pour retrouver cette information et je vais remonter à mon tableau 5.2. Et dans mon tableau 5.2, donc on voit qu'effectivement notre activité, elle a plutôt baissé. Elle a baissé en nombre d'entrées et elle a baissé en nombre de journées. Donc, si on retrouve notre maternité, effectivement, nos charges de la maternité ont pris 8%, mais nos journées ont baissé de presque 12%. Ici, sur l'activité ambulatoire, donc si je reviens sur l'ambulatoire, on avait vu les charges ont baissé. Le coût unitaire, les charges ont baissé de moins 10%. Le coût unitaire a augmenté et du coup, je suis en atypie à la référence. Donc, je me dis, pour que mon coût unitaire ait augmenté alors que mes charges ont baissé, ça veut dire que mon activité a dû baisser encore plus que mes charges. C'est bien ce que j'ai ici, puisque ici, j'ai mon ambulatoire qui a baissé de 17%. Et donc là, on va avoir des explications, on voit qu'on est sur de l'ambulatoire avec un taux d'occupation faible, etc. Ensuite, si on veut voir où est notre problématique des charges, donc on dit, bien que mon activité ait baissé, mes charges ont baissé, mais je vois que par rapport à la référence, je suis plus cher. Et c'est là où il va falloir aller regarder la décomposition de coûts pour avoir cette information. Sur la maternité, de la même façon, on a vu qu'on avait des charges qui avaient augmenté, mais mes journées qui ont baissé. Donc, effectivement, mécaniquement, ça fait augmenter mon coût unitaire. Si je veux savoir où ont été mes augmentations de charges, je vais pouvoir aller sur mes tableaux 5.4 qui vont être de toute ma décomposition des coûts. Donc là, si je prends sur ma maternité, je vais aller voir ma phase 3, donc toujours le même tableau 1.7 qu'on regarde depuis tout à l'heure. Et je vois que mes charges, elles ont augmenté de 7%. J'ai pris 53 000 euros. Et puis, j'ai aussi le tableau avec l'évolution des LM, puisque quand je suis sur mon tableau 5.1, je suis sur des charges qui sont des charges plus LM. Donc,
on voit que mes charges ont augmenté de 53% et par contre, mes charges de LM ont un petit peu baissé, mais c'est normal puisque comme mes produits sanguins labiles ont baissé, ça a baissé mon volume de charges médicales et géré par la pharmacie, et donc ça a baissé un petit peu mes coûts. Donc là, je peux retrouver d'où viennent les charges qui sont dans mon tableau 5.1 et donc je suis capable normalement de les expliquer. Moi, en tant qu'établissement, maintenant, mon problème va être de dire pourquoi je suis allé mettre 21% de plus de charges de PS et 6% de plus de charges de PM, puisque c'est ça qui fait augmenter ma section, alors que mon activité baisse. Je vous redonne le petit truc qui est uniquement sur nos fichiers navettes. Donc là, je vous ai dit comment retrouver les charges plus LM entre la phase 3 et le tableau de contrôle des LM. Quand vous êtes sur nos fichiers navettes, si vous double-cliquez sur le tableau 5.1, sur la ligne de la section que vous voulez regarder, vous avez normalement, sauf les bugs des premières navettes, mais qui sont corrigés, par le double-clic, vous avez un tableau qui vous reprend ces variations. C'est-à-dire qu'il vous reprend ici les variations en phase 3 et les variations de ventilation des logistiques médicales. Donc là, on a vu que c'est bien nos coûts de personnel qui sont venus augmenter les choses. Hein. J'ai des coûts de personnel qui ont augmenté de 23 000 en PM et de 34 000 en PS. Donc, si je veux analyser ça, puisque bon, par rapport à l'année dernière, moi, établissement, théoriquement, je suis capable de l'expliquer, hein, pourquoi j'ai mis des PS, pourquoi j'ai mis des PM, mais je vous rappelle que sur cet établissement-là, on a aussi le fait qu'on est plus cher que la référence. Donc là, je vais pouvoir aller regarder mes décompositions, alors le 5-4-1 par rapport à l'année dernière, donc là où on retrouve bien les variations qu'on a vues, qui nous font des variations de coûts unitaires. Donc on a bien les coûts de personnel qui ont augmenté de presque 34 €. Donc là, on va vous demander l'explication et on va vous demander aussi par rapport, ou vous mettre en exergue aussi par rapport à la référence en vous disant c'est bizarre parce que par rapport à la référence, vous avez X euros de plus sur telle et telle catégorie de frais de personnel. Et là, ça pourra être à vous de nous dire, on sait qu'on fonctionne comme ça parce que on a du mal à trouver du personnel, donc on a mis des PS excessivement chers, ou on a eu des problèmes divers et variés et on a choisi de mettre un peu plus de TP, ou on sait qu'on doit dimensionner le service pour tant d'accouchements, mais on n'en fait pas assez et du coup, on a des coûts de personnel chers, etc. Mais ça sera à vous d'avoir ces explications. Donc, juste ressortir l'écart, bien souvent, c'est ce que fait votre superviseur en général à partir de la V2. C'est vraiment ces explications sur les écarts qui sont importantes pour nous. Sur les SAMT, on a à peu près, donc de la même façon, on était en 5.1 sur les sacs, on va être en 6.1 sur les SAMT. Donc là, de la même façon, on retrouve nos charges plus LM, on retrouve nos coûts unitaires. Donc, en coûts unitaires, on voit que nos variations vont de 8 à 77% et que du coup, nos écarts à la référence significatifs sont sur l'obstétrique qui passe à plus 32% de la référence et l'UPATOU qui est à plus de 63%. Donc, ce tableau, on dirait, sur le total des charges, on n'a pas de truc phénoménal puisque le total bouge de 2%. Donc, ça ne nous alerte pas plus que ça sur les SAMT. Après, il faudrait voir si sur les sacs, on a du moins 20 ou du plus 15. Mais on va dire que, grosso modo, sur les SAMT, ça a l'air assez cohérent. Par contre, entre SAMT, il se passe des choses bizarres puisque sur les urgences, on a une forte augmentation. Donc de presque 300 000 €, 270 000 €. Sur le bloc d'obstétrique, on a une forte hausse aussi, et du coup,
cette hausse fait qu'on passe presque en atypie à la référence, puisqu'on a un écart supérieur à 30%. Donc, comme on a une hausse de 15%, ça veut dire que l'année dernière, on devait être beaucoup plus en ligne à la référence. Et puis, sur l'anesthésiologie aussi, un écart, mais qui n'est pas énorme. Donc, je vous rappelle que les coûts unitaires qu'on a ici, sur les SAMT, les coûts unitaires qu'on a sur les SAC, c'était nos charges divisées par nombre de journées. Si vos liens UMSA ils sont bons, il n'y a pas de motif à ce que vos journées soient fausses. Et le lien UMSA, en général, on l'a contrôlé bien avant. Sur les premiers webinaires, on en a parlé du fichier 1, etc. Sur les SAMT, le coût unitaire, c'est ces charges divisées par le nombre total d'UO qui sont déclarés en onglet DA. Et ce total d'UO, on va l'avoir dans le tableau 6.2, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les UO déclarés sur les patients MCO, c'est bien les UO total. Donc, avant de se précipiter sur l'analyse du coût unitaire et l'analyse des charges, la première chose, ça va être de dire, est-ce qu'on n'aurait pas merluché les unités d'œuvre? Est-ce que, par exemple, sur l'UPATU, je n'aurais pas renseigné des externes ou je ne sais quoi. Donc là, on va avoir ce premier contrôle et effectivement, sur l'UPATU, on a quand même un truc qui fait qu'on a 20% d'UO de moins que l'année dernière. Sur les blocs d'anesthésio, sur les blocs de chirurgie, là, nous, on peut se raccrocher à des choses. Notamment, les blocs d'accouchement, on va aller regarder vos nombres d'accouchement, parce qu'en général, ce n'est pas des sections où on a énormément d'externes. Et on va souvent vérifier que l'anesthésiologie bouge de façon cohérente avec les autres blocs. Par contre, sur plein d'autres sections, comme tout ce qui est imagerie, UPATU, labo, on peut avoir des distorsions liées aux UO déclarés. Donc là, on va se rapprocher des tableaux 6.3 où on va avoir les comparaisons des bénéficiaires entre N et N-1. Et donc, on va regarder en disant quel pourcentage de bénéficiaires j'avais hors études par rapport à l'année précédente. Donc là, on voit que en 2020, on a effectivement des choses qui ont bougé là-dessus. Donc, la première remarque, avant de se précipiter sur pourquoi les charges vont augmenter, ça va être de dire à l'établissement, est-ce que vous n'avez pas oublié une partie de vos UO? Ça peut être une part de la correction. Donc ça va être la première chose. Exhaustivité des UO. Attention, on avait vu donc exhaustivité des UO, on l'avait vu dans le webinaire, je ne sais plus si c'est le 1 ou 2, où il faut qu'il y ait cohérence entre les UO déclarés sur patient MCO et les UO de fichier 3. C'est le tableau 2.7 et le tableau 2.6. Le tableau 2.7, la charte qualité veut qu'on n'ait pas un écart de plus de 2 points. Les 2.6, qu'on n'ait pas d'écart de plus de 5 points. Faites attention quand vous déclarez vos UO, vous déclarez en onglet DA les UO produites au cours de l'année et vous déclarez en fichier 3 les UO sur les patients présents en fichier 3, uniquement les UO sur les patients présents au M12. Donc, pensez bien à déclarer les UO même consommés sur N-1 pour des patients à cheval sur 2 exercices. Je suis rentrée par les urgences, même si je suis rentrée l'année dernière, qu'on m'a opéré, je suis rentrée le 28 décembre, on m'a opéré le 3 janvier, il faut que j'aie mon UO UPATU et mes UO de bloc. Même pire, je suis tombée dans la rue en faisant la fête le 31 décembre. Je suis rentrée le 31 décembre, on m'a opéré le 31 décembre et je suis sortie le 3 janvier.
il faut bien, pour que mon GHM ait tous ses coûts, que j'ai bien l'intégralité des UO de tous mes plateaux techniques. Donc là, souvent, un motif de distorsion sur les UO du 6.4 et les UO des UPATOU, c'est cette distorsion sur le fait que vous ne comptiez pas correctement les UO en anglais DA et vous ne déclarez pas forcément correctement les UO en fichier 3. Disons que ça ne soit pas exhaustif. Après, et après, ben sinon, une fois qu'on a contrôlé nos UO qui ont l'air bizarres, il restera quand même que les charges ont augmenté plus vite que les UO. Et là, on repart exactement comme pour les sacs. On va regarder nos ventilations en phase 3, on va regarder nos coûts de LM qui ont été ventilés. Donc la même chose, vous avez le double clic sur les tableaux 6.1 et vous avez les mêmes tableaux sources pour retrouver vos charges de LM qui ont été ventilés. Maintenant, si on veut regarder les atypies de GHM, donc l'autre fois, on vous avait, sur le dernier webinaire, on vous avait présenté les différents tableaux 11. Donc, on a le tableau 11.1 qui est celui qui reprend les coûts moyens de chacun des GHM. Et on a le tableau des GHM séjours, pardon, et le 11.3 qui est celui des GHM séances. Et après, vous avez des tableaux 11 qui ne ressortent des éléments que sur les séjours en atypie. Et sur ces séjours en atypie, vous avez tout, on vous les avait présentés, vous avez toute une décomposition avec l'écart, alors l'écart AN-1 ou l'écart à la référence, et répartis selon des différents champs de dépenses qui vont être les charges cliniques, les charges des plateaux techniques, les charges directes et en gros les autres charges ELM et les LGG. D'accord? Donc ça, c'est des tableaux que vous avez, c'est les tableaux 11 qu'on a vus l'autre fois. Dans les analyses d'atypie, on attend autre chose que juste ça. C'est-à-dire que nous dire ah bah oui, bah mon GHM il a augmenté de 30%, ça fait 300 € et sur les 300 €, bah, en gros c'est 270 € de charges cliniques. Ça n'est de l'ordre que du simple constat qu'on va pouvoir faire avec ou sans vous, puisqu'on a le même tableau que vous. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous remontiez aux sources d'informations qui permettent d'expliquer un petit peu les choses et justement qui permettent que vous documentiez ce que vous avez. Donc, les autres éléments que vous avez par rapport à ces tableaux 11, alors effectivement, les tableaux 11, on en a besoin, puisque les tableaux 11 décomposent où vient l'écart. Mais une fois qu'on a cette décomposition d'écart, il faut se servir de fichiers complémentaires que vous retrouvez dans le zip des différents tableaux de contrôle que vous récupérez sur la base de coûts. Donc, le premier qui va s'appeler GHM par SA, c'est celui que dans la navette, on formalise en l'appelant parcours patient. C'est-à-dire que pour chaque GHM, vous avez toutes les sections de chacun des séjours. C'est-à-dire que vous allez retrouver, ce GHM, il a 130 séjours, il y en a 80 qui en fichier 3 ont des UO de bloc, il y en a 40 qui ont des UO d'anesthésiologie, il y en a 50% qui ont été accueillis en sac de chirurgie en bu et d'autres ailleurs, etc. Vous allez avoir comme ça tout votre parcours. C'est de ça que c'est à partir de ça qu'on vous pose souvent des questions. Donc là, ce fichier, vous pouvez tout à fait le trier par GHM, par SA, par nombre de séjours, etc. Par défaut, il est trié par numéro de SA et par séjour décroissant. Ensuite, en plus des simples tableaux 11 qui décomposent par grande catégorie de dépenses, vous avez le tableau qui s'appelle Décomp GHM. Celui-là est très très intéressant. Il a 3 onglets.
un qui s'appelle GHM 2020. J'ai laissé 2020 sur le fichier de cette année, ça n'a pas été modifié. Il s'appelle toujours 2020. C'est le tableau qui va décomposer pour chacun des GHM les coûts de l'année par rapport à N-1. Mais du coup, on n'est pas seulement par champ, on est aussi par catégorie de sections. C'est-à-dire que les tableaux 11 vous donnent les sacs. Le tableau de décomposition, dedans, vous aurez les sacs lambda, vous aurez les sacs de réa, vous aurez différents éléments. Le tableau 11 va vous dire les plateaux techniques ont coûté plus cher. Là, vous allez avoir les laboratoires, l'imagerie, l'IRM, le scanner, les blocs obstétriques, l'anesthésiologie, les explorations fonctionnelles. Donc, vous avez comme ça des choses beaucoup plus détaillées. Donc, vous pouvez voir si des choses ont bougé, pas seulement en disant « Ah, bah oui, mon plateau technique a coûté plus cher, mais c'est parce que mon UO de bloc a bougé de 15%. » Non, vous allez pouvoir voir que en fait, ce n'est pas seulement bloc, c'est le laboratoire, c'est l'IRM, c'est d'autres sections. Et après, dernier onglet qui va vous servir, c'est que vous allez avoir cet onglet qui s'appelle UO SAMT GHL, où vous avez le nombre d'UO par nature de SAMT avec le comparatif N, N-1 et la référence. Donc, avec ça, vous avez vraiment de quoi analyser en disant pas seulement ah bah oui mais ma sac a augmenté, ah bah ils sont dans cette sac là et ça a augmenté, ou ah bah oui mon bloc a augmenté. Vous allez pouvoir dire bah non, mes UO de bloc sont beaucoup plus nombreuses que la référence, donc mon bloc, mon coût unitaire de bloc il n'est pas plus bizarre que la référence. Par contre effectivement en coût de bloc je suis à beaucoup plus cher parce que je vois que dans la référence il y a 40 UO et que moi j'en ai 90. Alors vous n'allez pas pouvoir dire pourquoi vous en avez plus, mais vous allez pouvoir dire, mais par contre, je sais que les miennes, elles sont bonnes, parce que en général, sur ce GHM-là, on fait tel et tel acte, et ces actes, c'est 90, entre 80 et 95 ICR. Donc, mes UO de bloc sont corrects par rapport aux actes que je réalise. Et c'est ça qu'on attend de vous, c'est d'avoir cette information terrain qui permet, en exploitant ces données, d'expliquer et de dire, oui, j'ai tel truc, je fais tel acte. Alors effectivement, du coup, ils codent plus d'ICR, mais par contre, j'arrive à garder les gens moins longtemps, ou du coup, ils ont moins de séquelles, ou enfin voilà, que vous puissiez justifier ce que vous avez fait. Pareil sur les charges directes. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, ça coûte 2000 € et dans la référence, ça coûte 50. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la référence. Par contre, vous allez pouvoir dire, moi, dans mes charges directes, le truc qui me coûte cher, alors c'est soit j'ai un séjour, et ça, vous allez pouvoir le repérer avec votre base de coûts, où là, vous allez avoir pour chacun des séjours complètement la base de coûts. Donc, soit vous allez pouvoir dire, ah bah oui, moi mes charges directes sont chères, mais là, pas de bol, j'ai un patient qui m'a coûté 300 000 € de Spé Pharma ATU, et c'est lui qui pourrit tout le truc. Ou au contraire, vous allez pouvoir dire, non, moi je suis plus cher que la référence, mais c'est parce que dans nos GHM de chimio tumorale, on traite beaucoup de tel type de chimio qui utilise telle molécule et qui coûte 5 000, 6 000, 10 000 €. Et c'est ce qui fait certainement que mes charges directes sont chères. Donc on ne vous demande pas d'expliquer ce qu'il y a dans la référence, on vous demande de valider ce que vous avez chez vous. Et se valider chez vous, c'est expliquer à la TIH et à nous que votre fichier 3 il est juste, que votre fichier 7 il est juste, et que vous avez des éléments pour l'étayer, voire même peut-être pour donner des pistes qui pourraient conduire à dire est-ce qu'il ne faudrait pas cette particularité la prendre en charge d'une façon ou d'une autre et faire évoluer peut-être la nomenclature ou je ne sais quoi, mais il y aurait peut-être des choses à faire. Donc là, je passe très vite. Sur ce parcours-là,
on vous avait pris un exemple sur un GHM de césarienne, où on voit qu'on a un GHM de césarienne où on a 80 séjours, avec une DMS qui n'attire pas du tout l'attention, puisqu'on est sur une DMS à 5 jours, 2, là où la DMS de l'année dernière était à 5,5 et la DMS nationale à 5,26. Donc, le fait de garder les gens plus ou moins longtemps ou plus que la référence ne peut pas jouer sur notre coût. Et pour autant, on a quand même un coût moyen qui a beaucoup bougé, qui a un peu bougé puisqu'on est passé de 5 200 € à 5 800, donc ce qui fait quand même une augmentation. Et surtout, on est beaucoup plus cher que la référence qui est autour de 3 700 €. Donc, on est parmi les GHM qui sont à commenter et Matipi, puisqu'on est à plus 57%. Donc, pour aller identifier ces écarts, on va remonter, donc, comme je vous le disais, sur le truc qui s'appelle GHM par SA que l'on met en parcours patient, où on va retrouver que sur tous ces séjours, tout le monde a eu du bloc, tout le monde a eu de l'anesthésie, tout le monde est allé en section de maternité et relativement peu en soins continus. Donc, ça nous semble être un parcours assez normal et ça veut dire qu'il y a une section qui a un truc qui merluche pour pouvoir être à 57% au-dessus de la référence. On ne peut pas dire qu'on a la moitié de nos maternités qui sont rentrées par les urgences avec un SAMU et qui ont passé les 3 quarts de leur temps en réa. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Donc là, on va aller regarder la décomposition. Donc ça, c'est la décomposition qu'on avait vue ensemble sur le dernier webinaire, avec le coût moyen et puis entre charges cliniques, etc. Et donc là, maintenant, je vais un petit peu plus loin et je peux regarder le tableau dont je vous parlais, donc décomposition GHM, et je vois que mon coût moyen, en fait, là où je suis plus cher, c'est bon, c'est un petit peu en sac, mais c'est surtout en bloc obstétrique, puisque je fais 1 700 € de plus que la référence, bon, un petit peu en anesthésie, mais c'est vraiment mon bloc obstétrical qui me pose problème. Donc, derrière, je vais aller retrouver mon bloc obstétrical et je vais regarder quel problème il a. Donc, je vais aller regarder mes UO et on va aller regarder que dans mon bloc obstétrical, j'ai 347 UO de bloc, 127 d'anesthésie, et que si je regarde la référence, dans la référence, j'en ai déjà que 231, mais par contre, en anesthésie, j'en ai pareil. Donc, la première question, ça va être de dire pourquoi j'ai presque la moitié de plus du haut que la référence. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est que vous qui allez pouvoir l'expliquer et vous allez pouvoir l'indiquer. Et puis, après, on va aller regarder notre bloc obstétrical pour regarder si le coût unitaire de notre bloc obstétrical était un petit peu bizarre. Mais si vous n'allez pas jusqu'à exploiter le fichier dont on vient de parler, effectivement, vous allez passer à côté de cette information. Et là, nous, on peut faire que le constat avec vous, hein, c'est de dire, vos UO, elles sont très cohérentes avec l'année dernière. Donc, c'est pour ça que quand on a examiné la SAMT bloc, peut-être que ça a attiré l'attention sur rien. Par contre, effectivement, quand on regarde par rapport aux UO de la référence, il semble que vous en ayez beaucoup. Donc, est-ce que vous ne décomptez pas 2 fois les UO d'anesthésie? Une fois ici et une fois dans la salle d'obstétrique? Toutes les questions où là, si vous n'avez pas un DIM, un team, quelqu'un qui remonte au dossier et qui vient à votre secours, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Et puis après, je vous laisserai en prendre connaissance, mais on a fait, puisqu'on arrive en fin de webinaire, on a fait exactement le même type de rapprochement sur un autre séjour où on a là à nouveau des parcours, enfin des atypies. Et cette fois-ci, on avait sorti des choses où on dit, tiens, c'est quand même un peu bizarre qu'on ait des séjours qui soient sur un bloc qui est un bloc d'obstétrique,
Donc là, on avait essayé de mettre en exergue des UO en fichier 3 qui étaient peut-être à corriger, qui conduisaient à ventiler des coûts d'une SANT qui n'avaient rien à voir sur la section. Voilà. Mais on veut vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que les détails des tableaux 11.4, ce ne sont normalement que des pistes qui doivent vous envoyer sur ce que vous avez à regarder. Et après, dans ces différents tableaux Excel listés, dont celui que j'ai passé en revue ici, qui a 3 onglets, ces 3 onglets, on les reporte en fin de fichier navette. Parce qu'on s'en sert aussi, c'est vraiment ceux-là qui doivent vous emmener avec votre équipe à pouvoir fournir des éléments d'information pour les atypies. Et vous devez avoir des explications de sachants, d'intervenants sur les patients ou de codants sur les patients qui vont être capables d'expliquer les atypies. Et c'est comme ça que vous aurez des commentaires d'atypies intéressants sur vos fichiers d'atypies. Voilà, j'ai essayé de passer en revue tout ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas si Olivier il y a eu des questions ou pas. Alors, merci, merci Nathalie pour cet exposé. C'était parfait comme d'habitude. J'ai pas de questions sur le chat. En revanche, pour une raison, bref, j'ai une question qui m'est arrivée directement d'une personne qui n'arrivait pas à écrire sur le chat. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est commun à tout le monde ou pas, ce qui est plus embêtant. Alors, pour repréciser un petit peu les consultations externes par spécialité. En fait, mais je vais faire la question et la réponse et un peu dans la foulée. L'idée, c'est que effectivement, on demande, on offre la possibilité qu'on soit sur ENC comme RTC, puisque là c'est l'objet de la question, d'aller par spécialité et de détailler les consultations par spécialité. Donc je veux dire, le leitmotiv, hein, c'est toujours le même, à savoir c'est la robustesse qui prime Voilà. sur la finesse. On est toujours là-dessus. Donc effectivement, si on a la possibilité d'aller plus fin, on va plus fin. Si on ne sait pas faire, eh ben, plutôt que de faire quelque chose de totalement faux et découpé en fonction de l'âge du capitaine, on ne va pas plus fin. Voilà. Enfin, je ne pense pas dire des Voilà, contresens en... c'est exactement Allez-y. ça. Et jusqu'à présent, l'expérience nous a montré que le découpage fin n'est jamais bon. Et à D'accord. contrario, on a pu demander à des établissements qui avaient des coûts de consultation énormes, bizarres, en suivant une seule section de consultation. Là, à contrario, on a pu leur dire, essayez au moins de passer par discipline pour voir si en faisant comme ça, puisque souvent la problématique des consultes, c'est d'arriver à trouver les plannings des praticiens et C'est des ça. médecins pour mettre leur part correcte en consulte, en enseignement, en bloc, en service, etc. Et donc là, on a pu au contraire dire, essayez de découper plus fin pour voir si du coup, vous en avez qui marchent bien et qu'il faudrait cibler ceux pour lesquels c'est le plus faux. Mais à ce moment-là, c'est pas partir directement à la spécialité, parce que ça ne sera pas analysable, mais c'est plutôt de partir par discipline, de D'accord. façon à pouvoir cibler si c'est plutôt la médecine, plutôt la chirurgie, plutôt l'obstétrique, D'accord. et de façon à affiner les analyses et les recherches. D'accord. Bon, je pense que Et déjà, c'est par discipline, je trouve que c'est pas mal. hmm, c'est ça. Voilà, donc moi je n'avais que, il ne m'était arrivé que cette question-là. Alors je sais pas si sur le chat personne n'y arrive ou pas, ou pour je ne sais quelle raison, ou s'il n'y a pas de question, parce que c'était parfait. De toute façon, Ils sont alors pas j'ai osés, mais loupé. ils reviendront vers nous après. Alors voilà, de toute façon, donc j'ai loupé le début du diaporama Oh, du c'était le mieux. webinaire, mais donc vous avez, vous Sylvain, vous avez bien dit que donc le diaporama sera mis en ligne sur le site de la TIH comme les deux précédents, puisque c'est le troisième, il vient clôturer la série. L'enregistrement vidéo a été fait également, donc voilà. Laissez-nous quelques jours le temps de tout remettre
sur le site, mais donc vous aurez de la même façon le diaporama, l'enregistrement vidéo et les superviseurs qui restent à votre disposition. Et